Bonjour, dimanche 10 octobre 2021, je vous retrouve pour l'analyse hebdomadaire des marchés financiers. Je vais essayer de faire un peu différemment cette semaine puisque vous nous avez remonté quelques éléments d'information suite à un post que j'avais fait sur Facebook et on nous a demandé de changer un peu notre présentation, chose qu'a déjà fait Philippe la semaine dernière puisque nous avons eu des commentaires plutôt positifs par rapport au changement amené par Philippe. Je vais moi à mon tour aujourd'hui vous donner quelques éléments supplémentaires. Je vais bien sûr rester sur les éléments classiques de la roue sectorielle, mais je vais à l'intérieur des secteurs importants où il y a quelque chose à faire, vous donner des valeurs à suivre et je vous expliquerai bien sûr la méthode à suivre, celle que j'ai suivie pour trouver ces valeurs. Voilà. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bien sûr, je vous invite comme d'habitude à nous suivre en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Vous pouvez bien sûr cliquer sur la clochette de notification pour ne louper aucune des vidéos qui sortiront prochainement. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker ou pas comme d'habitude. Voilà, alors je repars sur le marché américain. Je vais commencer par le S&P 500. Alors juste une petite analyse en weekly. Mais écoutez, la semaine s'est plutôt bien passée. On a été testé ici la zone des 4300. On verra ça juste après en daily, mais vous voyez que voilà, pour l'instant, on n'a pas fait des plus bas par rapport à la semaine dernière. On a été chercher ici un plus bas à 4268, mais les acheteurs ont repris la main et donc nous n'avons pas fini plus bas par rapport à la semaine dernière. Donc je vais repasser en daily. Alors également une chose intéressante qu'on verra avec le VIX. Ici, vous voyez cette zone des 4300 qui avait été testée à plusieurs reprises. Ici, fin juin, on était resté au contact pendant quelques séances. On était revenu prendre appui ici début juillet. On avait percé fin juillet. Et puis là, entre le 20 septembre, entre la fin de semaine dernière et le début de cette semaine, nous avons testé à plusieurs reprises la zone des 4300 qui a bien résisté. Nous sommes repartis à la hausse jeudi et vendredi. Nous sommes toujours sous la 50 jours ici. Alors pour être franc, je pensais vraiment que la correction allait être un peu plus importante. Je vous avais dessiné ici une zone entre les 4150 et les 4200 qui est également convergent ici avec la 200 jours et je pensais que le marché allait tester cette zone ici. Maintenant, voilà, c'est pas fini. On peut tout à fait revenir la semaine prochaine, pourquoi pas, avec une baisse supplémentaire. Alors, on s'est donné un petit ballon d'oxygène ici, mais si le marché a envie de corriger un peu plus, en sachant qu'il y a encore à peu près 5% à aller chercher pour les 4150, mais on pourrait très bien, la semaine prochaine, ou 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas aller chercher cette zone ici pour avoir en fin de compte une bonne petite correction pour repartir après à la hausse. Alors, au niveau, je vais juste partir sur quelque chose que Philippe vous montre, donc ça c'était l'analyse de Philippe la semaine dernière. Philippe vous montre quasiment à chaque fois la saisonnalité et vous voyez que le mois d'octobre finit 58% du temps au-dessus de ce qu'il a commencé. Le mois de novembre est plutôt un très bon mois puisque c'est le deuxième mois de l'année avec 83%, c'est-à-dire que le cours finit au-dessus, donc le 30 novembre, 83% du temps par rapport au début du mois, donc 1er novembre. Donc normalement, la fin d'année est plutôt bonne au niveau des marchés boursiers. On pourrait s'attendre, pourquoi pas, si les marchés n'ont pas envie d'aller chercher ici cette zone de correction autour des 4150, et repartir, chercher les plus hauts autour ici des 4534, 4540. Voilà, j'aimerais bien déborder quand même la semaine prochaine en clôture les 4440. Pour nous donner un sentiment de hausse à court terme et donc aller chercher cette zone ici haute. Alors je voulais revenir sur le VIX puisque phénomène important, vous voyez que le VIX, donc je vais raccourcir ici, voilà, nous étions ici avec une ligne de tendance résistance qui a été percée le mois dernier, donc c'était le 20 septembre. Nous sommes restés plusieurs jours au-dessus de cette ligne de résistance et là vous voyez que nous sommes revenus en dessous de cette ligne de résistance. Nous avons clôturé en dessous de la 200, alors qu'on ne voit pas bien ici puisqu'on est quasiment sur les 20 ici. Mais vous voyez que là on est repassé en dessous. Est-ce qu'on va aller chercher les 17 et ensuite les 16 et pourquoi pas la zone des 14-15 sur le VIX? Si les marchés ont la volonté de pousser sur la fin de l'année, je pense qu'on va retrouver des niveaux de VIX relativement bas autour des 15-16 sur le VIX. Donc petit comparatif, sur le S&P 500, nous avons fait des plus bas cette semaine et vous voyez que sur le VIX, nous n'avons pas spécialement fait des plus hauts. Donc ça veut dire que aujourd'hui le marché a intégré le fait que même s'il y a une baisse, voilà, elle peut être
relativement petite et que les marchés n'ont pas peur pour l'instant d'une correction qui pourrait être de l'ordre de 3, 4, 5%. Donc c'est pour ça qu'on a un VIX qui malgré tout est relativement bas alors qu'on pourrait avoir un sentiment de peur mais que n'ont pas aujourd'hui notamment les market makers et les institutionnels, puisque on s'aperçoit que le VIX n'est pas spécialement haut. On devrait être normalement, si on devait être logique par rapport à la peur initiée sur le marché, on devrait être sur un VIX qui devrait se positionner entre les 24, 28, voire 30, avec une petite exagération ici sur une baisse un peu plus importante. Mais voilà, pour l'instant, donc assez confiants, enfin les traders en général, les institutionnels et les market makers sont assez confiants sur le fait que il n'y a pas de peur à avoir dans les prochaines semaines. Donc on a un VIX relativement bas. Au niveau du Dow Jones, on a un peu le même profil que sur le S&P 500. On est venu ici reprendre appui sur la zone des 33 630, qui est une zone qui avait été testée pareil à plusieurs reprises. Vous voyez, donc cette zone ici est connue donc des traders. On est en plus ici limite convergent avec la 200 jours donc sur le Dow Jones. On a clôturé ici sous la 20 jours. Voilà, j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus de la 50 jours, pardon, pas la 20 jours, la 50 jours, et qu'on revienne chercher les plus hauts historiques autour des 35 500. Et écoutez, on n'est pas très loin, on est à 34 700, donc on est à peu près à 700 points. Voilà, donc ça peut se faire, je dirais, assez rapidement. Au niveau du QQQ, alors le QQQ, voilà, donc ici, on est venu, alors j'aime bien ce graphe, puisque vous voyez qu'au niveau donc, des valeurs technologiques, on a une ligne de tendance ici support, donc qui date de octobre 2020, donc quasiment un an jour pour jour. Et là, on est venu à plusieurs reprises taper cette zone ici de support. On est venu la semaine dernière reprendre appui sur cette zone de support. Et là, on est reparti à la hausse. Et ici, je vais vous l'éclater. Un petit peu de mal aujourd'hui TradingView, il est un petit peu long, je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être parce que c'est dimanche. Alors ici, on avait une zone, une ligne de tendance, pareil, support résistance autour des 360. On est venu prendre appui ici, donc c'était le 19 août. Ça a servi, vous voyez, autour des 360, de zones de contact à plusieurs reprises. Là, on a dépassé cette zone jeudi, on est revenu vendredi à la baisse. Toujours au contact de la zone des 360-361. Si on reste au-dessus de la zone des 360, pour l'instant, plutôt confiant au niveau du QQQ. IWM, le Russell 2000, qui lui ne sort toujours pas de sa zone de congestion. Phénomène relativement important à noter. C'est qu'ici, voilà, on est venu casser la 200, mais très rapidement, on est venu ici reprendre appui pour repartir à la hausse. Là, on a quand même ici ce qu'on appelle un bottleneck, c'est-à-dire qu'on a les 3 moyennes mobiles mais qui sont comprises, vous voyez, entre 221 et 220. Donc dans le même dollar, vous avez à la fois la 200, la 50 et la 10 jours. Donc clairement, il va se passer quelque chose. Est-ce que les moyennes mobiles vont s'éclater à la hausse ou à la baisse? Voilà, si on a une fin d'année, comme d'habitude, on appelle le fameux rallye de fin d'année, normalement, on devrait pouvoir ici rebondir sur cette zone de résistance relativement importante, composée de 3 moyennes mobiles, pour repartir à l'assaut des 234. Et puisque IWM est en retard par rapport donc, aux autres indices que nous venons voir ensemble, je pense qu'il y aurait moyen d'aller chercher un peu plus de gras sur IWM que par exemple sur le S&P 500 ou sur QQQ. Alors, je vous propose maintenant d'aller voir rapidement les différents secteurs de la roue sectorielle. Ah oui, alors avant de voir la roue sectorielle, je voulais également vous montrer quelque chose. Alors ici, vous avez le tableau de bord donc, de eBayfolio, qui est un logiciel qui a été mis en place par François, membre de la Bourse sans stress. Au niveau du skew, ici, on a un skew de 135. Alors, si vous ne savez pas trop à quoi correspond le skew, on s'en sert beaucoup au niveau des options, puisque c'est un indice qui a été mis par le CBOE, donc le Chicago Board Option Exchange. Et ici, donc quand vous avez plus de put à l'achat que de call, ça veut dire que globalement les traders veulent se protéger par rapport à une baisse éventuelle du marché, donc vont acheter beaucoup plus de put qu'acheter des calls. On achète des calls quand on pense que le marché va monter pour bénéficier d'un effet de levier. Et donc quand le sentiment de marché est plutôt haussier, on a ici un skew qui est compris entre 100 et 130. Là, on a un skew à 134,5. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas une peur, je dirais, viscérale sur la fin de l'année. Pour l'instant, les traders donc, achètent un peu plus de put que de call, mais on n'est pas non plus dans une phase, je dirais, de panique où on va acheter beaucoup de put pour se protéger d'une baisse éventuelle des marchés à court terme.
Donc je voulais également vous donner cet indice pour vous montrer que voilà, donc il y a à mon avis pas de raison d'avoir peur sur la fin de l'année. Pour l'instant les gros institutionnels et les market makers n'ont pas peur sur la fin de l'année, donc c'est aussi un élément important à garder. Donc si ça peut vous rassurer sur le marché. Alors bien sûr ça ne veut pas prédire qu'il n'y aura absolument pas de baisse et un crash possible, mais ça veut dire que pour l'instant le sentiment de marché est quand même plutôt positif. Je reviens maintenant ici, voilà, sur la roue sectorielle. Alors, au niveau de XLV, vous voyez que ici, phénomène intéressant, nous avons un canal haussier, nous l'avons débordé ici pendant à peu près 2 mois, donc cet été. Nous sommes revenus à l'intérieur de ce canal haussier et nous avons ici pris un contact, ici autour des 124-125, sur le support de ce canal haussier. En plus ici, vous voyez, on est convergent avec la 200 jours. Donc maintenant, vu qu'on a pris contact sur un support, enfin sur quasiment 2 supports convergents, on pourrait se dire, ben voilà, moi j'aimerais bien profiter de ce support pour aller sur XLV. Alors vous avez soit le choix de rentrer directement sur l'ETF, ou vous avez également le choix d'aller sur des valeurs qui composent XLV et voir celles qui surperforment. Puisque si vous avez une valeur qui surperforme son indice de référence qui lui aura tendance peut-être à monter dans les prochains jours, vous aurez plus de chances d'avoir un winner qu'un loser. Alors comment on fait? Alors je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais voilà, je vais vous donner ma méthode de travail. Alors comment on fait pour trouver des valeurs qui surperforment un indice de référence, notamment XLV? Et bien simplement vous allez dans fidelity.com, vous tapez ici XLV, voilà, vous allez ici dans portfolio composition, vous tapez sur Go et vous avez donc les 10 valeurs, enfin les 10 principales valeurs qui composent XLV. Vous en avez beaucoup plus, puisque si vous allez sur Finviz, alors tout ça c'est gratuit, hein, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien à payer. Si vous allez par exemple donc sur Healthcare, voilà, vous avez ici 1228 sociétés qui appartiennent au secteur donc XLV. Bien sûr, ici sur fidelity.com, vous avez les 10 principales. Voilà. Alors ensuite, donc vous regardez les valeurs qui composent donc cet indice. Donc ici, donc vous avez Johnson & Johnson, vous avez Pfizer, vous avez AbbVie, vous avez Merck et compagnie, etc. Il vous suffit simplement après de prendre ces valeurs. Alors c'est un petit peu laborieux, mais il faut chercher. Et vous comparez donc la valeur de référence. Donc je vais prendre UNH par exemple. Voilà, que je divise par XLV, je fais entrer, et là ça vous donne un graphe. Voilà. Donc là, on peut voir que UNH ne surperforme pas de façon extraordinaire XLV, mais plutôt en phase ascendante. Ça veut dire que là, vu qu'on était sur un support sur XLV, si XLV devait se réveiller, on pourrait penser que UNH, qui surperforme pour l'instant très légèrement XLV, pourrait profiter beaucoup mieux de la remontée d'XLV qu'une valeur qui a plutôt tendance à cracher. Si je prends Merck par exemple, donc je vais taper ici MRK, voilà, que je divise toujours par XLV, donc son indice de référence, je fais entrer. Voilà, ici vous avez quand même une valeur qui a plutôt tendance à sous-performer l'indice de référence en XLV, même si ici on a un joli rebond. Moi clairement quand je vois un graphe comme ça, je préfère plutôt aller sur le graphe précédent que plutôt d'investir sur MRK par exemple. Je vous en fais une dernière pour bien vous montrer. Ici, si je prends TMO, donc qui compose également voilà, l'indice de référence XLV, voilà, on voit que voilà, la courbe est quand même nettement plus haussière que sur la valeur précédente. Donc peut-être que si je devais demain investir sur le secteur XLV, j'irais plus du côté de TMO plutôt que de MRK, donc de Merck, qu'on vient voir juste avant. Voilà. Alors bien sûr ici, là on n'a que les 10 premières. Ici vous avez à peu près 1200 compagnies. Vous avez la possibilité également de ici choisir donc différentes industries qui composent donc le secteur du domaine de la santé. Vous avez bien sûr les biotech, vous avez les fabricants de comprimés, de médicaments, vous avez la distribution de médicaments, vous avez donc les retailers qui sont les CVS ou les Walgreens qui vont au genre de pharmacie. Donc vous avez plusieurs secteurs, il suffit de chercher dans ces secteurs des valeurs qui vont surperformer XLV et puis vous aurez quand même beaucoup plus de chance si XLV continue sa performance haussière
de trouver des winners. Voilà, donc je ne vais pas y passer 2 heures sur XLV puisqu'il y a encore quelques secteurs à voir. Au niveau de XLP, voilà, alors XLP pour l'instant, alors je voulais vous la montrer puisque depuis longtemps je vous parle ici donc de ce biseau ascendant. On a fait une belle percée, on est venu prendre appui ici sur les 68-69 qui est une zone également connue qui a servi de référence support résistance à plusieurs reprises. Ah, voilà, donc ça c'est IBfollow qui me prévient qu'il va couper dans 5 minutes. Ici donc la zone des 68-69 est une zone relativement connue. Pour l'instant, on a un rebond. Si donc les marchés devaient continuer à monter, XLP, XLU sont des secteurs défensifs. Vous le savez maintenant puisque vous nous suivez depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Donc je serais quand même plutôt tenté, si on devait vraiment casser assez fortement la zone des 68-67, à rentrer short sur XLP. Et bien là, vous faites le phénomène inverse par rapport à XLV. Vous cherchez les valeurs qui sous-performent l'indice XLP. Et si vous avez un secteur qui crache et vous avez des valeurs qui crachent à l'intérieur de ce secteur, vous aurez peut-être des baisses beaucoup plus importantes que sur l'indice lui-même. Au niveau de XLU, alors XLU, très rapidement, on est venu reprendre appui sur la zone des 63. Vous voyez, on a toujours ici comme ça des zones connues. Il y a des points clés sur les graphiques. Là, la zone des 63 a servi à plusieurs reprises de support et de résistance. Vous voyez, c'est assez marqué quand même ici. Donc là, ici, on a une résistance. Là, on a un support qui a bien tenu avec la 200. Là, on a enfoncé un peu la 200. On est venu au-dessus. Là, on prend appui dessus. Voilà, donc si pareil le marché devait monter et puis donc mettre à mal un peu le secteur donc défensif, une baisse en dessous des 63 serait à mon avis un signe de short sur ce secteur d'activité. XLF, alors XLF se comporte plutôt pas mal depuis quelques temps, même si là on avait une zone de congestion relativement importante. Vous voyez bien qu'on essaye à plusieurs reprises, alors je pourrais presque même ici déborder la zone de congestion puisque vous voyez qu'à plusieurs reprises, on est venu taper les $39. À chaque fois, on est rejeté. Donc, c'est quand même la 4e tentative où on est rejeté. Là, on est en train de faire la 4e, 5e, on va dire. Pour l'instant, on est bloqué sous la zone des 39. Si par contre, le cours devait libérer la zone des $39, là, clairement, on aurait un potentiel haussier relativement important. Les financières poussent bien. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez chercher des valeurs qui composent le domaine financier. Écoutez, là, c'est pas bien compliqué non plus. On revient sur Fidelity. On va taper XLF. Voilà. Et là, ça va vous donner... Je vais taper sur Go, ça ira mieux. Voilà. Et là, ça va vous donner donc les 10 principales valeurs qui composent XLF. Après, vous allez sur Finviz. Vous cherchez, par exemple... Ici, donc, on va taper financier, financial, voilà. Ici, vous avez les différents secteurs. Vous voyez qu'ici, vous avez énormément de secteurs dans le domaine financier. Donc après, est-ce que vous voulez voir au niveau des assurances? Est-ce que vous voulez voir au niveau des, est-ce que vous voulez voir, pardon, au niveau des banques régionales, plutôt les banques, les grosses banques comme Citi, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, etc. Donc vous pouvez choisir ici. Alors je vous ai trouver quelques valeurs, parce que j'ai fait un petit peu de devoir pour vous préparer donc cette analyse. Donc si on regarde par exemple Bank of America, qui booste pas mal, c'est une valeur que je suis plutôt bien généralement. Donc là, si je vous fais un petit comparatif entre Bank of America et XLF, et ben vous voyez que Bank of America a tendance quand même à superformer XLF, qui est quand même aujourd'hui un très bon secteur qui a quand même tendance à superformer les autres secteurs donc sur le marché américain. Donc voilà, si vous avez quelques billes à placer, et bien vous faites une recherche comme ça. Bank of America donc, est un bon exemple. Qu'est-ce que je peux vous proposer? On va aller faire quoi? On va aller faire Citigroup, mais par exemple, voilà, Citigroup. Est-ce qu'il faut aller investir sur Citigroup en ce moment? Donc, voilà, donc Citigroup. Bon. Voilà, vous voyez que sur ce graphe, Citigroup est plutôt... Ah, attendez, je vais couper ici, je vais couper IBfollow, je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, ici, alors Citigroup, vous voyez, Citigroup sous-performe un indice qui, lui, sous-performe le marché. Est-ce que c'est le moment d'aller mettre des positions dans Citigroup? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Après, c'est votre libre choix. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ensuite? Alors, ensuite, on a normalement, après les financières, on a XLK. Le domaine technologique, donc là, un peu la même configuration que XLV tout à l'heure. On a ici un joli canal haussier, on est venu prendre appui à plusieurs reprises.
Là, on a fait, voilà, alors c'est pas non plus au dollar près à chaque fois, c'est plutôt une zone de tendance. Donc là, une zone de tendance haussière. On est venu l'enfoncer un petit peu ici. On est venu reprendre appui. On n'a toujours pas débordé ici la 50 jours. Voilà, j'aimerais bien qu'on déborde ici, mais si on devait aller au-dessus des 156, je pense qu'on devrait repartir à la hausse. On n'a pas été touché ici il y a 10 jours. Le domaine technologique pousse depuis plusieurs années. C'est peut-être le moment de regarder des valeurs qui composent XLK. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors qu'est-ce que je vous ai trouvé sur XLK qui pourrait être sympa? Alors on a par exemple Microsoft. Voilà, Microsoft divisé par XLK. Voilà, on a plutôt un graphe sympa. Voilà. Donc Microsoft mériterait peut-être un peu plus d'attention qu'une autre compagnie. Alors je vais prendre son concurrent direct qui est Apple par exemple. Donc si je divise ici Apple. Alors c'est très scolaire ce que je vous fais aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous montrer comment je travaille. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. On utilise des outils gratuits, donc il n'y a pas besoin de dépenser des sommes extraordinaires pour avoir de l'information. Donc là, vous voyez que Apple aujourd'hui sous-performe le secteur technologique. Alors c'est peut-être le bon moment pour prendre des positions. Si on regarde Apple tout seul, si on est peut-être sur un support, et c'est peut-être le bon moment pour prendre des positions. Mais clairement aujourd'hui, si vous voulez jouer les winners en termes de probabilité, il y a aujourd'hui plus de potentiel, à mon avis, d'aller mettre des billes sur Microsoft plutôt que sur Apple. Ensuite, on a XLY. Alors XLY, je vais passer très rapidement, parce que vous voyez qu'on est ici dans une zone de congestion. Pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser ici la zone des 183, 185. Voilà, on va laisser encore le secteur des consumer discretionary évoluer et on verra si on dépasse la zone de résistance. On verra pour voir des positions qui composent ce secteur. Sinon, si on est rejeté, écoutez, on restera dans cette zone-là et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. XLB, le domaine des materials. Alors là, phénomène intéressant, on avait une zone de congestion, on a débordé ici la semaine dernière, donc avec les baisses du marché, en général on est venu parfois donc toucher la 200 ou voir la percer légèrement. Ça a bataillé pendant quasiment 5-6 séances et là on a réintégré la zone de congestion. Ici, voilà. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour entrer sur XLB? Nous sommes sur un support. Tant que le support n'est pas cassé, pour l'instant, il est toujours valide. Donc là, même configuration. J'ai été chercher quelques valeurs qui composent XLB. Je vous ai trouvé, par exemple, VRS. VRS, voilà, que je divise par XLB. Et aujourd'hui, voilà, vous avez une belle valeur qui surperforme son indice de référence. Voilà, alors si vous ne savez pas ce qu'est VRS, vous allez ici, alors je vais ici mettre sur ENI, voilà, vous tapez ici VRS, vous voyez que donc on est bien dans du Basic Materials, c'est une société, hop, je vais revenir en arrière, voilà, c'est une société qui travaille dans la production de papier. C'est une petite société puisqu'elle fait que 615 millions de capitalisation. Si maintenant vous cherchez des valeurs avec plus de capitalisation, écoutez, c'est pas bien compliqué. Vous allez sur Screener. Voilà, vous tapez ici Materials, Basic Materials, voilà. Vous tapez ici Industrie. Et ici, vous allez pouvoir choisir différents services au niveau des Basic Materials. Alors, on sait qu'en ce moment, au niveau de l'or et de l'argent, voilà, c'est pas spécialement la fête. Donc, c'est peut-être pas le moment d'aller chercher des valeurs là-dedans. Par contre, on sait que le charbon, les prix montent à cause de la pénurie. On a également donc, de l'aluminium, donc du cuivre également. Donc, on peut aller chercher dans ces secteurs-là des valeurs qui surperforment. Donc, moi, j'ai pris Paper et Paper Products pour prendre un exemple, pour vous montrer qu'à travers un même secteur, on peut aussi avoir des sous-secteurs qui sous-performent et charge à nous de trouver les sous-secteurs qui sous-performent, un secteur qui peut-être est en phase de retournement pour ensuite aller mettre des billes. Voilà. Alors je ne vous dis pas d'aller sur VRS, c'est simplement un exemple pour vous montrer comment on procède au jour le jour avec notamment Philippe. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer également? Donc il y a HCC que je peux vous montrer ici. Voilà. HCC. Voilà, on a aussi également
Alors les chiffres ici sur le côté ne veulent rien dire, c'est simplement une tendance. Donc là on voit que la tendance est plutôt bonne au niveau donc, de HCC par rapport à son indice de référence, donc les Basic Materials. Je vais continuer ensuite avec le domaine industriel. Donc domaine industriel, toujours en phase de, voilà, ici de congestion. On est bienvenu prendre appui ici sur la 200 jours. C'est peut-être le moment de rentrer quand on vient prendre appui sur un support. Je le fais parfois. Je préfère plutôt des confirmations haussières ou baissières pour rentrer. C'est vrai que ça m'arrive. Donc j'ai fait un trade cette semaine, je vous l'ai mis avec UUUU, notamment sur Facebook, où je suis rentré en short. Voilà, on était venu taper une résistance, on est reparti à la baisse et je suis rentré juste au contact de la résistance, quasiment au meilleur moment. Mais j'ai plutôt une tendance à être un trader sur tendance, c'est-à-dire que j'attends une tendance bien définie pour rentrer sur la valeur. Là, ici, on est sur une zone support. Écoutez, pourquoi pas, mais moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, ce n'est pas un domaine d'activité où j'irai mettre quelques billes. XLE. Alors, XLE, voilà, ça pousse. C'est aujourd'hui le premier secteur sur la roue sectorielle. Vous voyez qu'ici, on est en train de dépasser les plus hauts de 52 semaines, qui est quand même une très très bonne indication de bonne santé au niveau d'une valeur ou d'un secteur. Je pense que clairement, alors je vais peut-être passer en weekly, ça sera un peu plus visible. Voilà, nous avons ici une zone relativement importante. On est ici au contact de la 200 semaines. On a ici cette ligne de tendance résistance. Voilà, on va arriver quasiment autour des 58 $. Alors, on n'est pas sur le prix du pétrole, on est bien sur la valeur de l'ETF XLE Énergie. On est à 56,57. Ici, on a le point de contact autour des 58,50. Donc, on est voilà, à 2 $ du point de contact. Je pense que là, cette fois-ci, après le troisième contact, on devrait, au vu de la situation économique actuelle, avec l'énergie qui pousse très très fort, je pense qu'ici, voilà, on devrait continuer à pousser. Et bien là, c'est pareil, sur un secteur voilà, qui est le premier secteur aujourd'hui, on va se mettre à la recherche de valeurs qui superforment un secteur qui lui superforme complètement le marché. Donc vous vous doutez bien que si vous investissez dans ces valeurs, vous avez en termes de probabilité beaucoup plus de chances de faire des gains plutôt que de miser sur des losers. Alors XLE, qu'est-ce que je vous ai trouvé sur XLE qui pourrait être intéressant pour vous? Alors sur XLE, je vais prendre un exemple, vous voyez, pour vous montrer que toutes les valeurs ne sont pas bonnes. Donc CVX, Chevron, donc c'est un producteur de pétrole. Vous voyez que là, alors là en weekly, je vais repasser en daily, voilà. Vous voyez que la courbe n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, CVX sous-performe XLE qui lui sous-performe le marché. Voilà, ça serait un peu dommage d'aller mettre de l'argent là-dedans. Si maintenant je vous prends des valeurs... Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien certaines valeurs, notamment celle-ci. Voilà, ConocoPhillips. Voilà, donc là clairement, graphiquement, là il n'y a pas photo. Là, on a bien une valeur qui superforme son indice de référence, qui lui-même superforme l'indice de la roue sectorielle. Alors je me répète, mais on dit toujours que la répétition est mère d'apprentissage. Voilà, donc là pour l'instant, si j'avais des billes à mettre, j'irais plutôt chez COP plutôt que chez CVX. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Il y avait ARCH. Alors ça, c'est... Alors j'ai fait mes recherches également sur Finviz pour trouver différents secteurs. ARCH, que je divise par XLE. Là c'est pareil, voilà, on a plutôt une valeur qui superforme. Donc au niveau de l'énergie, vous allez ici énergie, vous tapez dans industrie, voilà, et là vous avez donc ceux qui font la recherche de pétrole et de gaz, vous avez ceux qui vendent des équipements pour la recherche pétrolière, vous avez donc les raffineries, vous avez l'uranium, vous avez ici également donc le charbon, voilà, donc on peut comme ça trouver des valeurs et puis vous voyez, il y a toujours matière à trouver des valeurs qui vont superformer en termes de probabilité pour mettre les probables de notre côté dans le portefeuille tout simplement. Alors je vais finir par XRT, le domaine du retail, puisque j'ai posté sur Facebook cette semaine un phénomène relativement intéressant. Vous voyez que là, nous avons une zone de congestion qui dure depuis maintenant le 1er avril, donc ça commence à faire une paire de mois. Et nous sommes littéralement bloqués, mais vraiment bloqués, scotchés entre les 90 et ici les 98. Vous voyez, on se balade entre le support, la résistance, le support, la résistance. Là, ici, on est venu toucher le support.
Et on est venu ici, voilà, prendre appui, donc c'était mercredi quand j'ai posté ça sur Facebook, on est venu ici, vraiment mais toucher ici le support, voilà, donc alors, ça se joue à quelques cents. Et on est reparti à la hausse. Alors clairement, on a toujours ici la 50 jours qui repart à la baisse. Est-ce qu'il faut aller prendre maintenant des positions sur XRT? Ça peut se jouer. On peut prendre très bien ici une entrée donc sur XRT directement ou sur une valeur qui compose XRT, en se disant que voilà, si la valeur devait descendre en dessous des 87, 86, ça serait ma zone de sortie, puisque quand on prend un trade, on ne sait jamais si on va être gagnant ou perdant. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir une zone de sortie pour se dire, ok, je me suis trompé sur l'entrée, sur mon entrée, sur la valeur ou sur l'ETF, c'est pas grave, je sais que je maîtrise mon risque parce que j'ai mis un stop à tel niveau. Si par bonheur vous avez pris la bonne décision, vous remonterez au fur et à mesure votre stop et vous pourrez profiter d'être venu juste sur le support pour repartir à la hausse. Et bien là, vous prenez des valeurs qui composent XRT si vous voulez jouer le support. Donc là, je vous ai trouvé par exemple cette semaine, donc il y a PAG. Voilà. Si je fais entrer maintenant, voilà. Alors, imaginons que XRT est vraiment tombé sur son support et va repartir à la hausse. Et clairement, pour profiter de cette hausse après le support, PAG est à mon avis une bonne valeur. Après, alors, il faut aller voir ce que c'est PAG. Là, j'ai pas, voilà, je vais ici taper PAG. Alors c'est Penske. C'est un gros intervenant dans le milieu automobile. Donc c'est une grosse boîte, ça fait quand même 8 milliards. Voilà, donc grosse capitalisation. C'est une valeur qui a fait, donc depuis le début de l'année, 75% et sur un an qui a fait 87%. Vous êtes sur un winner. Voilà, vous êtes sur un winner, sur un secteur qui est sur un support. En termes de proba, on est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous avez également? Allez, je vous en donne un dernier. Là, je vous ai vraiment mâché le boulot cette semaine. Voilà. Ici, voilà, AutoNation. C'est un distributeur, c'est un gros garagiste. D'ailleurs, on avait acheté notre voiture chez eux. Donc, c'est une genre de... C'est pas une franchise, mais c'est un très très gros distributeur aux États-Unis. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, AutoNation a plutôt un bon comportement par rapport au domaine du retail. Voilà. J'en ai terminé. Alors, on va aller faire un petit tour comme d'habitude sur SMH. Voilà. Alors SMH, écoutez, honnêtement, je suis un petit peu déçu puisque face à la pénurie de semi-conducteurs, je m'attendais vraiment à une explosion de l'ETF SMH. Vous voyez que là, on est venu corriger pas mal cette semaine. On est venu prendre appui ici sur la 200 jours. C'était un point d'entrée, à mon avis, relativement important, avec un point de sortie qui aurait pu se situer autour des 240. Donc peut-être un trade à prendre avec un stop relativement serré. Normalement, ce secteur devrait performer. Je trouve qu'il ne performe pas comme il devrait l'être face à la pénurie des semi-conducteurs. Même si des choses vont se mettre en place, mais voilà, on ne construit pas une usine en une semaine ou deux, ça va prendre plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années avant que de nouvelles industries arrivent sur le domaine des semi-conducteurs. Donc je pense que de toute façon, ça va être très très tendu au niveau des semi-conducteurs. Voilà, maintenant je suis un petit peu déçu par la performance, donc je vais éviter de rentrer pour l'instant, je vais plutôt attendre des confirmations. Mais le support était jouable cette semaine si c'était un secteur qui vous intéressait. Voilà, donc j'ai changé la formule, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez comme ça que je vous donne quelques éléments de réflexion à travers des valeurs. Alors bien sûr, je ne dis pas de prendre ces valeurs, je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne dis pas de prendre les valeurs que je vous ai montrées, mais simplement pour vous montrer une méthode de travail qui est efficace, qui fonctionne. Et ensuite, vous pouvez simplement soit acheter les actions, vous pouvez également passer par les options. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine de trading. Comme d'habitude, trade safe. À ciao, bye bye, à bientôt.